Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Hospi Live, le live des hôpitaux Champagne Sud. Avec Guillaume Poujol qui assure la technique aujourd'hui, nous sommes heureux de vous accueillir depuis les bureaux de la communication des HCS. Alors, en ce début d'après-midi, nous allons aborder avec nos invités la question du cancer colorectal, qui est la deuxième cause de mortalité par cancer en France. On dénombre près de 45 000 nouveaux cas chaque année, près de 17 000 décès. C'est le cancer qu'on retrouve le plus souvent, parmi les plus souvent chez l'homme et la femme. Elle touche aussi bien les uns que les autres. Dans la région Grand Est, on constate annuellement 3 750 nouveaux cas et jusqu'à 1 550 décès, ce qui nous fait 10 diagnostics de cancer colorectal par jour et 4 décès par jour. Et si nous avons choisi ce sujet aujourd'hui, c'est évidemment car le mois de mars est traditionnellement le mois de la prévention du cancer colorectal, à travers un événement que vous connaissez tous, Mars Bleu. Et ici même, au centre hospitalier de Troyes, se tiendra mardi prochain, le 19 mars, le Colon Tour, dans le hall d'accueil du nouveau bâtiment hospitalier. Vous retrouverez des stands, de l'information et l'immense colon gonflable fameux que vous avez certainement déjà croisé. Alors pour parler de ce sujet, nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui le docteur Ilva Lodolo, responsable du service hépato-gastro-entérologie et exploration digestive au centre hospitalier de Troyes. Bonjour docteur. Bonjour. Et Béatrice Seurat, infirmière diplômée d'État, également au service hépato-gastro-entérologie et exploration digestive du centre hospitalier. Bonjour madame. Bonjour. Avant de commencer, n'oubliez pas que vous avez la possibilité de poser vos questions sur le chat tout au long de ce live et nous les poserons dans le courant de cette émission. Alors docteur Lodolo, tout d'abord, en quelques mots, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le cancer du côlon ? Ok. Donc, le cancer du côlon, c'est en effet, comme on a déjà dit, un problème de santé publique parce qu'il est responsable de 18 000 décès par an. Et donc, c'est la deuxième cause de mortalité après le cancer du poumon. Pour arriver en effet au cancer du côlon, il y a un processus qui part avec un polype qui après il va dégénérer et on peut avoir comme ça un cancer. Donc c'est quand même un temps assez long, ça peut prendre à peu près 10 ans la dégénération du polype. Et c'est pour ça qu'on a la possibilité d'agir avant que cette polype, que c'est quelque chose qu'on peut quand même traiter par voie endoscopique avec une coloscopie, avant qu'il dégénère et devienne cancer. D'accord. Y a-t-il des signes avant-coureurs, des faisceaux qui peuvent nous indiquer qu'on est potentiellement atteint d'un cancer colorectal ? Oui. Donc, quand on a un polype, habituellement, on n'a pas de symptômes du tout. Okay? Donc, ce qu'on fait, c'est un dépistage dans des patients par rapport à leur risque d'avoir un cancer du côlon. Donc, on peut avoir des patients qui sont à bas risque d'avoir un cancer et des patients qui sont à haut risque. Donc, les patients à haut risque sont des patients qui, en effet, ont un antécédent familial de cancer du côlon ou qui ont déjà eu un polype dans leur histoire, donc ils ont déjà passé des coloscopies. Et donc, on est dans la surveillance de cette polype. C'est pour ça qu'on va refaire une coloscopie de contrôle. Il y a des autres cas qui sont plus rares, sont des patients qui ont quand même un problème génétique dans la famille. Et donc, on peut avoir des polypes dégénérés. Sont beaucoup de polypes. Ce sont des patients qui font beaucoup de polypes. Et il y a toujours un antécédent familial important des polypes et des cancers. Et après, il y a des causes qui sont certainement plus rares, comme avoir une maladie inflammatoire colique de l'intestin, une maladie qui a plus de 10 ans. Donc, ce sont des patients que nous, quand même, on voit de moins en moins de cancers dans ces cas parce qu'on a quand même une surveillance qui est mise en place au-delà de voir simplement les patients en consultation. Il y a des autres causes plus rares, mais bon, en effet, les patients à haut risque sont celles-ci. Les patients qui ne sont pas à haut risque sont des patients qui, voilà, ils n'ont pas d'antécédent familial, ils n'ont jamais eu de radiothérapie à niveau abdominal ou pelvien. Et voilà, donc ce sont deux catégories différentes au-delà des symptômes. Après, il y a des symptômes en effet que nous on appelle d'alarme. Donc c'est le médecin traitant qui nous envoie un patient en consultation parce qu'il a des douleurs abdominales importantes, il a des rectorragies, donc du saignement
avec les selles. Il en perd de poids. Ce sont des patients qui, évidemment, ils sont, par rapport à leur âge aussi, évidemment, quand on a plus de 50 ans, on est plus attentif et donc on va vers une coloscopie. D'accord, d'accord. Et y a-t-il des facteurs dans nos comportements? Vous parliez des problèmes génétiques qui sont C'est un ça. élément, mais quand on n'a pas de problème génétique, y a-t-il des facteurs dans nos comportements à nous qui peuvent accentuer le risque d'un cancer du côlon? Voilà, donc en effet, l'alcool, le tabagisme, un surpoids, donc une obésité, sont quand même, sont quand même des facteurs qui peuvent amener aussi à cancer colorectal. Et aussi quand on a une alimentation qui est riche en viande, surtout rouge, ou si on mange beaucoup des aliments transformés, sont tous des facteurs de risque en effet. D'accord. Et en contrepartie, il y a nécessairement des comportements à adopter pour éviter tout ce genre de risques. Quels sont-ils d'un point de vue hygiène de vie, d'un point de vue alimentation, d'un point de vue... C'est certain qu'une activité physique régulière, donc tout ce qui va nous éviter un surpoids, une obésité, voilà, elle va quand même à aider dans ce contexte. Manger beaucoup de fruits et de légumes plutôt que de la viande rouge et des aliments faits maison et qui ne sont pas transformés. D'accord, d'accord. Et en matière on est on est en plein Mars bleu, c'est le mois de la prévention. À qui vous adressez en matière de prévention? Quelles sont les personnes qui doivent vraiment faire attention? Comment ça se passe au niveau de la prévention, au niveau du dépistage? Toutes les personnes intéressées, comment elles peuvent avoir accès à ces actions de prévention pour savoir si oui ou non elles sont atteintes d'un cancer? Alors évidemment, s'il y a des symptômes comme un saignement rectal, des douleurs au ventre, c'est le médecin traitant qui nous adresse les patients en consultation. Après, il y a un dépistage, que c'est un dépistage national, le dépistage du cancer colorectal. Donc il y a une invitation qu'elle est envoyée aux patients pour faire la recherche du sang dans les selles. Okay? Donc le patient, il fait un échantillon de selles. Cet échantillon il va être analysé. On va voir s'il y a du sang, des traces de sang. Okay? Ce n'est pas du sang apparemment, habituellement visible, mais sont vraiment des traces, donc une quantité vraiment minime. Et ça, ils nous permettent quand même d'inviter les patients à faire une coloscopie, que c'est le gold standard, on dit. Donc c'est la seule méthode qu'on a pour chercher les polypes et surtout pour aller les retirer. Parce que c'est comme ça qu'on empêche à cette polype de devenir un cancer. Et comment se passe une coloscopie très concrètement? Voilà. Alors, la coloscopie, très concrètement, il y a déjà toute une préparation à faire avant, avec un régime sans résidus, avec une préparation à boire, pour, lors de l'examen, retrouver un côlon propre et pouvoir faire l'examen de façon optimale. Ensuite, on va demander aux patients de faire une prise de sang, etc. Donc, avant l'examen, il y a quand même des choses à faire aussi. Après, durant l'examen, c'est le praticien qui va introduire le coloscope, n'est-ce pas, et aller à la recherche de ces fameux polypes pour pouvoir éventuellement faire des biopsies et les envoyer au laboratoire et les faire analyser pour savoir si effectivement ces polypes sont cancéreux ou plutôt bénins. Voilà. Et puis, c'est un examen qui dure environ, on va dire, avec application 15-20 minutes, si vous confirmez, docteur Lodolo. Et, sous anesthésie? Sous anesthésie. Alors, deux possibilités. Une coloscopie courte, qui est beaucoup plus rapide et dont les délais sont moins longs, qui se passe sans anesthésie générale, mais une coloscopie totale, c'est-à-dire qu'on remonte tout le long du côlon. Et dans ce cas-là, sera effectivement au bloc opératoire et sous anesthésie générale. D'accord. On est en ambulatoire, ça dure une journée? C'est ça. Donc on ressort à la fin de la journée une fois que... Tout à fait. D'accord. Et au cas où la coloscopie révèle des lésions, Oui.
comment est pris en charge le patient, qui agit, qu'est-ce que vous faites Ouais. derrière? Donc, en effet, l'objectif de la coloscopie, c'est déjà voir les polypes. Donc, c'est très important faire au mieux la préparation intestinale. Et notre objectif, c'est de retirer complètement les polypes. Ok. Donc, les biopsies, on fait des simples biopsies, donc des simples prélèvements seulement quand on a déjà un cancer, une suspicion d'une lésion qui est déjà dégénérée. Sinon, dans tous les autres cas, si on a un polype, on va le retirer tout de suite au cours de la même coloscopie. Dès qu'on a fait cette ablation de cette polype, on l'envoie pour une analyse qui s'appelle histologie. Et après, c'est la réponse de l'histologie qu'elle va nous dire ce qu'il faut faire. Donc, si le polype n'est pas dégénéré, il faut voir pour la surveillance. Il y aura peut-être des autres coloscopies à faire. Évidemment, on suit des lignes guides qu'elle nous dit par rapport au numéro de polypes, l'histologie, la taille, la préparation intestinale, etc. Il y a beaucoup de facteurs qu'on va suivre pour dire au patient quand il faut refaire la coloscopie parce qu'il faut quand même continuer à surveiller ce patient. Okay? Donc, ça peut être 6 mois, ça peut être 3 ans, ça peut être 5 ans. Okay? Si en effet on a retrouvé une lésion qui à l'histologie, donc la biopsie qu'on fait, se démontre être un cancer, là on va faire un bilan complémentaire. Et donc habituellement c'est un scanner du ventre, du thorax, qui nous permettent d'écarter des autres lésions qui sont ailleurs, donc des métastases. Et avec un bilan, une prise de sang où on va voir s'il y a des marqueurs tumoraux, on va faire une réunion de concertation pluridisciplinaire dédiée qu'on fait ici toutes les semaines à l'hôpital. Et donc c'est une discussion entre plusieurs spécialités, donc les gastro-entérologues, l'oncologue, les chirurgiens, la napathe, les radiologues, il y en a plusieurs, les médecins de la génétique. Et on va à prendre une décision par rapport à la condition clinique du patient, par rapport à l'état de la maladie, s'il faut faire des traitements comme chimiothérapie et après une intervention chirurgicale, ou si le patient il va directement à l'intervention chirurgicale. Et voilà, c'est cas par cas, il faut discuter tous les dossiers cas par cas. D'accord. Les grandes techniques, c'est quoi? C'est la chimio, la radio, l'immunothérapie? Il y a quoi comme Oui, solution? voilà, donc à niveau du traitement oncologique, ce qu'on peut faire, c'est la chimiothérapie, de la radiothérapie. L'immunothérapie sont de nouveaux traitements qui sont dédiés. Évidemment, tout ça, c'est par rapport au résultat de l'histologie. Et dès que la chimiothérapie elle a donné un bon résultat, à ce moment-là, on va faire dans un deuxième moment la chirurgie. Donc on va retirer la partie du côlon qui est abîmée par ce cancer et après on va suivre évidemment le patient. D'accord. Madame Seurat, en termes d'accompagnement des patients, quel est le rôle des infirmières dans votre service? Alors, l'accompagnement du patient, il n'est pas exclusivement infirmier. Après, je vous parle du rôle de l'infirmière parce qu'il est quand même... il fait partie intégrante de l'accompagnement du patient, mais il est pluridisciplinaire. C'est-à-dire que si le patient, par exemple, a une chirurgie et qu'on doit lui poser une stomie, c'est un changement de l'image corporelle dans ce cas-là, et il doit y avoir un accompagnement avec le chirurgien, les infirmières qui vont lui montrer les premiers soins à faire, la stomathérapeute qu'on a ici au centre hospitalier de Troyes. On a quand même la chance d'avoir une stomathérapeute qui va apprendre le patient à vivre avec ce nouveau dispositif, parce que ça peut quand même bousculer beaucoup sa vie quotidienne. Il va y avoir une prise en charge psychologique également. Enfin, c'est vraiment tout un personnel autour qui va devoir graviter pour pouvoir apprendre aux patients à accepter ce nouveau dispositif qui est définitif ou pas, parce qu'il peut y avoir ce qu'on appelle un rétablissement de continuité. Donc, le rôle de l'infirmière, ça va être d'accompagner, de faire accepter, parce que psychologiquement, vous avez quand même
c'est des patients aussi qui peuvent, en plus d'accepter cette stomie-là, avoir une chimiothérapie avec des effets secondaires désagréables, une radiothérapie pareille douloureuse. Donc, vous avez toute une prise en charge de soins, ça c'est sûr, mais aussi toute une prise en charge psychologique autour, qu'il ne faut pas oublier. Le patient, la famille aussi, les proches? Le patient, la famille. Le patient d'abord, la famille ensuite, parce qu'une fois quand même que vous avez fait accepter au patient, la famille à côté va suivre un peu le mouvement, vous voyez. Donc oui, effectivement, le rôle de l'infirmière, il est central avec le médecin. L'infirmière toute seule, elle ne peut rien faire. J'insiste beaucoup sur cette prise en charge pluridisciplinaire. Et puis après, être capable aussi de répondre aux questions du patient, de l'informer. Parce qu'un patient qui est bien informé sur son état de santé, sur la stratégie thérapeutique, ce que j'appelle la stratégie thérapeutique, c'est qu'est-ce qu'on fait après l'intervention avec cette nouvelle-là, qu'est-ce qui en fait ce patient? Donc il faut bien l'informer aussi de ce qu'on va faire ensuite, c'est-à-dire ses soins et son suivi. Les coloscopies à venir de nouveau, peut-être aussi un approfondissement avec les scanners. Vous voyez, c'est important de pouvoir lui donner un chemin. D'accord. Et de l'emmener... Pour favoriser la récupération jusque... Ouais. Et d'aller à son rythme. Il apprend la nouvelle, l'infirmière d'annonce, par exemple aussi, qui est quand même importante dans ce contexte-là. Et d'aller à son rythme. Qu'est-ce qu'il a entendu? Qu'est-ce qu'il a compris de tout ce qu'on lui a dit? Et ça, c'est, je pense, plus que les soins, c'est aller à son rythme, l'habituer et savoir ce qu'il a compris pour pouvoir l'autonomiser. Parce que dès que ce patient a été opéré, qu'il soit porteur d'une stomie ou pas, après, il faut qu'il retourne à domicile et qu'il soit autonome dans ses soins et avec cette nouvelle. D'accord, très bien. La vraie problématique, finalement, n'est-elle pas avant d'en arriver à tout ce parcours, tout ce process qui est assez lourd, véritablement la prévention et la détection, une détection qui est faite très tôt? Quelles sont les chances de survie par rapport à un cancer qui est pris très très tôt et à un cancer qui est pris très tard? Est-ce que c'est significatif? Évidemment, parce que si en effet on a un cancer qui est tout débutant, on l'a retiré avec une ablation du polype, on ne va pas à la chirurgie. Okay? Donc évidemment, il n'y a pas de chimiothérapie, il n'y a pas d'intervention chirurgicale, les suites elles sont vraiment très très simples. On a arrêté le processus qui l'amène vers les cancers généralisés, on peut dire comme ça. Évidemment, si le cancer il est dans un stade bas débutant de la maladie, ça va être tout plus rapide pour le patient, les suites plus simples. Mais en tout cas, les traitements, même d'une maladie avancée maintenant, les traitements ils sont tellement évolués, tellement ciblés, que même si on a une maladie qui est assez évoluée, voilà, ils sont assez bien tolérés. Ils sont ciblés sur les patients, donc on va, comme l'a dit ma collègue, on va vraiment les personnaliser, donc on va à leur rythme, voilà. D'accord, très bien. Très bien, et bien écoutez, Docteur Lodolo, Madame Seurat, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements autour du cancer colorectal. Merci à vous tous également sur le chat de nous avoir suivis. Je vous rappelle donc que mardi 19 mars, dans le cadre de l'opération Mars Bleu de prévention du cancer colorectal, se tiendra le Colon Tour dans le hall d'accueil du nouveau bâtiment hospitalier du centre hospitalier de Troyes. Vous y retrouverez des stands, de l'information, le fameux colon gonflable. Nous vous y attendons nombreux. N'oubliez pas également que vous pouvez retrouver ce live en replay sur la chaîne YouTube des Hôpitaux Champagne Sud. Je vous souhaite à tous un très bon après-midi, une très belle semaine et à bientôt.